Salut Simon, Bonjour. on va quand même prendre un petit peu de temps, ça fait quelques minutes qu'on discute, mais de s'introduire. Donc merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Le but un peu de notre conversation, c'est de pouvoir parler de ton livre, Ordure, dont tu fais la tournée un peu des podcasts plus ou moins indépendants au Québec. Est-ce que juste avant qu'on commence, tu serais OK de te présenter, de situer, d'où tu parles, d'où tu viens? Oui, bien sûr. Donc, oui, avant d'avoir écrit ce livre qui est sur la table, je viens en fait, à 18 ans, j'ai commencé à être éboueur, vidangeur. C'était quelque chose qui me permettait de financer mes études parce que dans ma famille à moi, en tout cas, il n'y avait pas de possibilité de le faire. Je devais financer mes études, puis c'était quand même très bien rémunéré. Mais quand même, j'ai rencontré un orienteur au cégep. Puis lorsque je lui ai parlé de ma passion de ramasser des ordures, il a eu la sagesse et l'ouverture de me dire, «Mais encore». C'était juste parce qu'en fait, le «mais encore», ça suppose tu vas faire quoi d'autre? Parce que 9 gars sur 10 lâchent. 10% de rétention, c'est très faible. Puis en fait, j'ai même remarqué que plus tu augmentes ton nombre d'années, ben, en fait, tout le monde disparaît un peu. Alors, j'ai toujours continué en parallèle mes études, puis d'autant que j'étais animé à 18-20 ans. Moi, je viens d'une classe populaire quand même, du côté de mon père. J'ai vécu dans la pauvreté. J'étais animé d'un désir de changement social, là, tu sais, on pourrait dire comme ça, un peu révolutionnaire. Alors, j'essaie de nourrir ça, cette passion-là, cette force-là, par des études. Alors, j'ai été en psychosociaux au bac. Puis éventuellement, j'ai fait une maîtrise en gestion internationale à l'ENAP, où j'ai rencontré Alain Deneau, qui est devenu un ami. Alain, il a fait, Gorg Zimel parle du statut de l'étranger. Alain, il a eu ce statut-là pour moi lorsque j'ai parlé de vidange. Son point de vue extérieur m'a fait réaliser en fait la valeur du discours que je portais ou que je pouvais Mhm. porter. Puis j'ai vraiment eu besoin de quelqu'un, comme un passeur en fait, pour m'amener vers le milieu du livre, de l'édition, qui n'était pas du tout mon milieu à moi. Mhm. Et quand même, c'est ça, en parallèle de ça, j'ai réussi, grâce à mes études aussi, à être intervenant social. Donc, j'ai été jusqu'à la Croix-Rouge canadienne comme gestionnaire en santé mentale. J'ai accueilli les demandeurs d'asile ici au Québec, les Ukrainiens. Euh, Fait que bref, j'ai essayé d'avoir une vie complète, mais ce livre-là, en fait, est un drôle d'aboutissement. En gestion, on parle de compétences transversales. C'est un terme que j'aime vraiment pas, mais drôlement, c'est un peu ce que j'ai fait. J'ai essayé de rassembler plein de mes expériences, de mes connaissances dans ce livre-là. Puis Puis on voit tes trois casquettes. On voit la casquette du vidangeur, on voit la casquette de l'universitaire, mais on voit aussi la casquette un peu de l'intervenant qui est capable de oui, parler de son expérience individuelle, puis aussi de se lier aux autres avec cette expérience oui, oui, individuelle. oui, clairement. Puis si on se pose un peu la question, on va essayer quand même d'axer sur des questions un peu politiques, nous. Tu Mhm, fait, peut-être que si les personnels veulent entendre plus des éléments spécifiques liés au livre, pourront retourner voir d'autres entrevues que tu as fait. mhm. Est-ce que tu avais des objectifs politiques avec ce livre? Quand tu produis ce livre, est-ce que tu avais c'était quoi tes objectifs? Et si politiques, lesquels? Non, non, c'est drôle. Il y a un professeur de littérature à Sherbrooke qui m'a dit, ça m'a paru bizarre, parce qu'effectivement, je suis pas du tout du milieu du livre. Alors, moi, j'ai la position de l'étranger par rapport à ce milieu-là. Puis il m'avait dit, c'est un vrai essai parce qu'on a de la difficulté à te récupérer politiquement. Tu sais, les gens, tu sais, autant je pense qu'à gauche, il y a certains personnages dans le livre, les éboueurs, les vidangeurs que je présente, qui emmerdent vraiment beaucoup, de par ce qu'ils Mhm. sont, parce qu'ils représentent, la façon qu'ils ont été construits socialement. Je crois que toute la question de la surconsommation que j'amène, ma critique du capitalisme, pourrait m'amener à gauche, mais puisque j'amène aussi des portraits un peu à droite, que je m'en veux un peu dans tous les médias, ça fait que l'essayiste est venu le professeur, pardon, est venu à dire, c'est difficilement récupérable, puis c'est le propre d'un essai réussi. OK. Parce que j'ai peut-être une liberté de pensée, que je continue à avoir. Puis drôlement, ceux qui, parlent de façon critique de la gestion des matières résiduelles au Québec sont beaucoup liés à l'industrie, financée. Puis, j'ai été invité à Americana, qui Mhm. est un forum, sur le développement durable, disons, at OK. large. Puis, j'ai moi-même questionné ma présence, parce que lorsque j'allais à des meetings, je questionnais: «Qu'est-ce que je fais là?» Moi, le discours que je porte, il me Mhm. semble, est vraiment plus critique. Puis, le CA est venu me rencontrer en coulisses, puis il m'a dit: «C'est justement pour ça qu'on voulait que tu sois là, parce que tu es pas lié à l'industrie». Mhm. Alors, cette liberté-là de parole, qu'après ça, moi, je suis vraiment d'accord, là, tu sais, d'aller la chercher, de la ramener un peu plus à gauche ou à droite. D'après moi, beaucoup plus à gauche, on va trouver des points d'ancrage beaucoup plus forts. Mais moi, j'aime l'idée, en fait, que ce soit les personnes qui s'emparent du Mhm. discours et qui en font quelque chose. OK. Moi, bien sûr, comme je l'ai dit, je crois savoir où. Ben, en fait, je sais très bien où je loge, mais je crois savoir où il y aurait une cohérence, une plus grande cohérence avec des politiques de gauche. Mhm.
L'exemple assez banal, c'est sur la police des poubelles au Québec. C'est un sujet controversé, tu sais, de taxer individuellement les individus pour une pratique de jeter, une mauvaise pratique, mais je trouve qu'elle est lourde individuellement. Tu sais, je pense qu'elle n'est pas progressive, elle est régressive. Tu sais, je pense à un nouvel arrivant. Moi, je l'ai fait à la Croix-Rouge. Je questionnais les gens, puis des fois, ils viennent de pays où la gestion des matières résiduelles, c'est n'importe quoi, là. C'est pas du tout implanté ou mal, ou sinon c'est que dans les ordures. Alors, ils arrivent ici, puis ils se font mettre une pénalité. Bref, on aurait dû aller dans l'éducation. Puis une personne qui jette énormément, qui a beaucoup d'argent, puis qui va utiliser des stratagèmes, pour moi, c'est elle qui devrait être, tu sais, vraiment plus Mmh. pénalisée. Alors, ouais. Ouais, il y a une disproportion aussi dans la production des ordures, dans le Ouais. sens où c'est pas généralement les personnes les plus pauvres qui génèrent le plus d'ordures Ouais, aussi. c'est l'inverse. Donc j'entends un peu l'idée finalement que tu nous offres ce livre avec la possibilité qu'on le récupère nous-mêmes et que ça nous aide à penser. Ouais. Donc toi, dans ce que tu dis, il y a pas tu veux pas ramener sur parce que finalement, quand on écoute les médias que tu fais, tu amènes un sujet. Ouais. Tu amènes quelque chose sur la table et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'était intentionnel initialement? Est-ce que tu avais l'idée de vouloir ramener au milieu de la table un sujet spécifique avec ce livre? Ou Oui, plusieurs? oui. En fait, c'était vraiment la synthèse que je pourrais en faire, c'est que pour consommer autant, il faut qu'on ait un système de gestion des matières résiduelles hyper performant. Puis pour moi, ça, c'était un des angles morts du capitalisme, que d'autres ont dit avant moi. Là. Je parle des fois de Jean-Baptiste Mont-Saint-Jean, un doctorant français sur la question des déchets. Claire Larocque, philosophie des déchets, du déchet, qui a publié récemment. Donc, une autre française. Parce qu'en fait, on ne réfléchit pas au Québec. C'est ça OK. qui est drôle. C'est la raison pour laquelle j'ai dû beaucoup aller aux États-Unis et en France Mmh. pour retrouver des sources. Alors, moi, c'était vraiment de faire ce lien-là. OK. Parce qu'en fait, si on mettait l'équivalent d'une taxe carbone, elle existe, là, une taxe carbone sur les déchets, ça s'appelle la redevance au Québec. C'est la raison pour laquelle les municipalités ont de la difficulté à faire des changements conséquents, parce qu'ils sont dépendants d'un système mis en place par le provincial qui, lui, drôlement, appuie constamment l'industrie OK. dans ses velléités, ses démarches de changement. C'est comme on va financer le compost comme l'industrie le veut, Mmh. avec l'industrie, le projet de Ville-Saint-Laurent, l'usine de compost, puis comme on va le faire aussi avec l'usine de Montréal-Est Mmh. pour le recyclage. Puis, drôlement, c'est ça, le gouvernement, puisqu'il ne touche jamais à la redevance, c'est-à-dire on pourrait être à plus ou moins 30 $. Donc, si tu amènes une tonne de déchets, une entreprise privée amène une tonne de déchets, c'est 30 $ qu'elle doit payer à la communauté. Mais si on mettait ça à 200 $, comme une Mmh. taxe carbone, on aurait un changement parce que ça coûterait tellement cher de disposer de nos déchets de la façon qu'on le fait, qu'on n'aurait pas le choix de réinvestir les deux premiers R. Puis le premier étant, ça dépend des gens, mais refuser ou réduire. Le deuxième étant réparer, réemployer, réutiliser. Puis ce deuxième R-là, qui participe d'une décroissance, une décroissance en tout cas de la production de déchets et éventuellement d'une décroissance de la consommation, mais on veut comme jamais y toucher. En tout cas, le gouvernement met peu de choses en place parce que la redevance crée un fonds. Puis ce fonds-là va être toujours dans le troisième R. Donc, c'est Veolia Mmh. qui est à Ville-Saint-Laurent. C'est des multinationales qui gèrent les sites de dépôt de déchets. Puis les sites de dépôt, ça peut être un centre de compostage, ça peut être un centre de transbordement, ça peut être des garages qui sont assez coûteux et volumineux. Alors, tu sais, c'est tout le temps ces initiatives-là qui vont être financées par la redevance et drôlement, rarement, des initiatives du deuxième R qui seraient vraiment moins coûteuses. On peut penser à un Reaper Café, par Mmh. exemple, parce que, selon moi, c'est mon hypothèse, c'est on le sait, là, présentement, la croissance économique est due en grande partie à la consommation des ménages, la consommation générale d'une société. Alors, de toucher à ça, c'est de jouer sur la croissance. Ouais. Puis bien sûr, là, je sais que moi, je me considère plutôt décroissantiste, mais ça ne veut pas dire décroissantiste de tout, là. Pour moi, la croissance du deuxième R, une économie de la fonctionnalité, du partage, ben, c'est génial, là. Ça crée de l'emploi. Si on se réapproprie la matière, parce qu'une fois que ça coûte trop cher d'en disposer facilement, on n'a pas le choix d'être pris avec notre matière, pas nos déchets, notre matière, et d'en faire quelque chose. Donc, c'est comme se réapproprier les biens qu'on a exportés d'ailleurs, puis on apprend à vivre avec, Mmh. à les réparer, les réutiliser, les partager. Puis en sens ça, pour moi, il y a quand même un beau projet de société. Mmh. Pardon. Puis tu sais, je pense à quelqu'un qui le fait très bien, Pierre Bruyère à l'écocentre de Saint-Jérôme. Un écocentre, il faut bien comprendre, c'est l'endroit chiant où il faut que tu ailles porter tes batteries, tes piles au lithium, que tu ailles porter ta peinture par moment. En fait, c'est que du point de vue homo economicus, là, un individu n'a aucun avantage à faire ça parce qu'il peut jeter facilement. Mmh. Puis les bacs qu'on met partout,
les Molocs, tu peux jeter tout ça allègrement, facilement, sans conséquence aucune. Alors, pourquoi aller à un écocentre? Il n'y a pas d'incitatif, mais lui, il a bien compris. L'écocentre, pour Pierre, c'est un intervenant pivot qui permet aux gens, dans le système de gestion de matières résiduelles qui n'est pas évident, d'être un expert qui accompagne les citoyens. Donc, c'est local, régional. Puis lorsque tu amènes tes biens, tes matières dangereuses, en plus, tu peux tout amener. Puis lui, il a développé un magasin. Un magasin qui a tellement de renouvellement de stock que les gens y vont 2-3 fois par semaine. Mhm. Donc, le fait de jeter devient un acte de solidarité parce que ce que tu jettes, théoriquement, ton voisin peut l'acheter lorsqu'il vient porter ses choses correctement. Alors, pour moi, ça, qui coûte vraiment moins cher qu'un Veolia à Ville-Saint-Laurent, qui, d'ailleurs, pour nuancer, ça reste que il faut un Veolia, dans le sens qu'il faut un centre comme ça pour créer du compost, parce que sinon, on serait quand même prêt à tout de compost, puis c'est quand même moins pire ça que le mettre dans le site d'enfouissement et de produire du méthane. Alors, j'ai à dessein essayé d'être très critique, mais il reste qu'on dépend On est de ces dépendant. systèmes-là. Puis tu le décris là, cette espèce de boucle un peu où les entreprises produisent les déchets qui nous sont vendus, puis on se retrouve avec ces déchets-là à gérer derrière, mais par la redevance, ils financent en partie leur traitement. Oui. Et justement, un peu, je me posais la question parce qu'on est quand même dans cette idée-là de rationalisation des coûts systématique dans notre système de production. Puis, je voyais une forme d'incohérence dans le fait qu'on continue à produire du déchet qui représente un coût et donc potentiellement pour une entreprise des dépenses et donc une diminution de leur marge, une diminution de leurs bénéfices. Puis, c'est ça la question que je me posais, c'est comment on explique qu'on continue à produire des déchets alors que même du point de vue de la rentabilité, c'est pas nécessairement cohérent. Je crois que c'est parce que les entreprises, puisqu'elles contrôlent toute la chaîne de valeur, réussissent aisément à aller chercher, capitaliser là où elles le peuvent. Ouais. Puis ça peut aller par différentes formes d'exploitation. Puis ça va jusqu'au point où une des dernières grandes entreprises qui est rentrée dans le marché montréalais, c'est une première, en tout cas, dans l'univers des déchets, je crois mondialement. C'est un fonds de gestion international qui a investi. C'est même plus une entreprise dédiée, spécialisée, comme a pu l'être Waste Management dans le Mhm. déchet. C'est vraiment un fonds de gestion. Donc, lui, ils ont regardé les chiffres, puis ils ont essayé de... Puis drôlement, cette entreprise-là réussit à détruire les coûts parce qu'on est à la loi du plus bas soumissionnaire au Québec. Là, moins que tu soumissionnes bas, plus que tu as de chances d'avoir le contrat. Alors, eux, ils l'ont bien compris. Alors, ils ont brisé le marché, ils l'ont détruit dans un marché hyper compétitif comme à Montréal, dans la CMM, Communauté métropolitaine de Montréal. Alors, pour moi, c'est parce que ils contrôlent au complet la chaîne de valeur. Puis lorsque tu as beaucoup de capitaux, tu peux le faire. C'est-à-dire, tu contrôles les camions, les contrats, les employés, les garages, les centres de transbordement. Tu contrôles éventuellement les contacts pour shipper, pour exporter la matière. Une fois que tu l'as, tu peux trouver des débouchés extérieurs. On l'a vu, là, Enquête avait fait un reportage à l'époque là-dessus, que l'entreprise au Québec avait une facilité à exporter des déchets. Bon, le modèle a un peu changé depuis, mais c'est dire que c'est un des angles morts, là, tu sais, Mhm. puisqu'ils contrôlent tous les contacts, ils réussissent à aller chercher lorsqu'il y a un des secteurs dans cette chaîne-là qui est un peu déficitaire, ils vont chercher un peu d'après moi, un Donc peu on de se retrouve profit. un peu dans un système presque en empire Oui. du déchet, comme on aurait Amazon qui a les systèmes de production, qui produit lui-même ses propres Mhm, produits, qui nous revend, qui nous transporte, mhm. qui récupère derrière et qui renvoie. Il y a d'autres entreprises qui sont connues pour avoir ce même type de fonctionnement. J'ai cité Amazon, mais on Ouais. en a des biens locaux. On peut penser au Nouveau-Brunswick. Il y en a une qui est bien connue qui fonctionne comme ça aussi. Mhm, La famille Irving, pour pas ouais. les Puis moi, citer. moi avec Alain, on a fait sur Total, Ouais, exact. de Très quoi bon, très Total bon était de la exemple. somme. Puis là, on est vraiment dans de l'exponentiel, mais il faut comprendre que Waste Management, qui est une des plus grandes entreprises de gestion des déchets, une américaine, présentement est en Arabie Saoudite. Mhm. Fait que c'est dire, on est dans les mêmes proportions. Puis là, c'est Harold Crooks, qui est un journaliste d'investigation. Il a fait le prêt à payer ici au Québec. Puis lui, il a mis une citation de PDG de Laidlaw. Laidlaw étant une Ontarienne qui était très puissante dans l'univers des déchets des années 90, 2000. Puis cette citation de M. Groot, de mémoire, c'était un site d'enfouissement, c'est un puits de pétrole inversé. Mhm. Puis j'aime citer ce passage-là parce qu'en fait, ça dit c'est quoi les motivations réelles de nos partenaires. Parce que les partenaires, puis il faut comprendre, on est dépendant parce que si ils ne ramassent pas les déchets pendant 2 semaines, même si c'est des méchants capitalistes, on va les aimer. Et ces entreprises-là, je pense qu'elles le savent, puis c'est nous qui les avons mis en place, nous étant dans les années 70 les élus, parce qu'en fait, la question du déchet était
non seulement pas une question environnementale, je crois, qui intéressait les gens qui s'intéressaient à l'environnement. Puis une question qui, puisqu'elle n'avait pas d'acceptation sociale, c'est les élus qui ont décidé de la donner au privé. OK. Parce qu'ils ne voulaient pas avoir les conséquences de gérer avec des citoyens la création de sites d'enfouissement ou la gestion des déchets. Alors, drôlement, les élus ont Délégué. délégué sans cesse cette partie-là de la gestion municipale jusqu'à mettre en place, parce qu'au début, c'était des petites PME québécoises qui, eux, ces petits-là, pour lesquels j'ai travaillé, ont été achetés après ça par les multinationales, ils ont été mis sur les CA, ils ont gagné des forts montants, mais puis ils ont laissé donc la place à un système oligopolistique. Puis là, c'est pas moi qui le dis, c'est le vérificateur général de la Ville de Montréal, qui avait une forte tendance oligopolistique dans le milieu, parce qu'effectivement, ce sont peu d'entreprises, des grandes, des multinationales, qui se partagent le marché, se le divisent. Donc, ce que ça fait, selon moi, c'est qu'on a délégué notre expertise, on a perdu le contrôle de notre gestion de matières résiduelles. Puis, d'après moi, puis là, c'est que des hypothèses qu'on fait ensemble, elle continue à le gérer parce qu'il y a beaucoup d'argent à faire là-dedans. Mais tu sais, dans le détail des chiffres, je ne l'ai pas. Mais lorsque tu as la dernière qui arrive dans le marché puis qui réussit à, des fois, diminuer du tiers la soumission des plus performants des performants, c'est se dire qu'il y a de l'argent à aller chercher dans ce marché-là. Donc, il y a de l'argent, puis dans ce que tu dis, finalement, on va chercher à réduire les coûts en contrôlant de manière complète la chaîne de gestion. Oui. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à maximiser le profit. Un autre angle, parce que c'est intéressant ce que tu rapportes, je n'avais pas pensé sous cet angle-là, c'était, puis peut-être que tu peux m'éclairer aussi, le peu de recherche que j'ai fait sur la gestion des déchets au Québec, j'avais compris que la gestion des déchets domestiques, donc hors recyclage, était payée en partie par les citoyens aussi. Donc, je me suis posé la question, parce qu'on retrouve cette tendance-là des entreprises capitalistes à s'appuyer sur le travail gratuit pour pouvoir maximiser leurs profits. L'exemple le plus classique, c'est tu fais ta journée de job, tu rentres chez toi, le lendemain, tu vas passer une partie de ta soirée à te préparer pour retourner au travail, ce qu'on appelle le travail de reproduction. Tu as besoin de faire ça pour pouvoir retourner. Et ton patron, il a besoin que tu fasses ça. Et il ne paye pas pour le faire. Donc, c'est du travail gratuit que tu fais pour pouvoir travailler derrière. Puis là, on peut faire d'autres liens aussi avec d'autres thèmes qu'on pourrait aborder sur notamment le féminisme et comment est-ce que justement ce travail gratuit de reproduction, il est fait par les femmes majoritairement. Mais dans le cas, est-ce que là, ces entreprises-là s'appuient sur les subventions, s'appuient sur le fait que la collectivité paye pour pouvoir continuer à produire des déchets? Si la gestion des déchets est en partie faite par les citoyens, alors ça veut dire qu'eux peuvent récupérer l'argent en fait, qu'on paye pour eux. Je ne sais pas s'il y a de la nuance à rajouter là-dedans. Là. Oui, mais c'est une très bonne analyse, je pense, une bonne hypothèse. Ce que je sais, c'est que certaines entreprises qui, par exemple, vont même quitter la collecte de la gestion de matières résiduelles domestiques parce que de contrôler un site peut être plus payant que le reste. OK. Alors, ça supporte un peu peut-être ce que tu dis. Ensuite, ce qu'il y a aussi que je remarque, c'est qu'il y a un flou dans la gestion de matières résiduelles domestiques. C'est-à-dire qu'il y a des commerces qui vont faire passer leurs déchets commerciaux dans le domestique. OK. Puis la quantité, et ça j'en ai parlé d'ailleurs à des élus, puis je comprends que c'est difficilement contrôlable, mais tu sais, si on peut imaginer commerce X sur Mont-Royal qui décide de faire ça, probablement que lui, sa quantité de déchets qui décide de passer dans du résidentiel équivaut à une rue au complet à côté de chez lui. Donc ça, c'est quelque chose d'assez répandu, mais surtout dans le milieu de la construction, où il n'y a pas une journée où on ne ramasse pas de débris de construction, puis on peut très bien supposer que les entrepreneurs, en plus, ont facturé aux clients la gestion des déchets. Alors, puis vraiment, littéralement, on a déjà couru après des entrepreneurs qui déversaient des sacs la nuit. On a couru après le troc tellement que c'est insultant, parce que ça veut donc dire que lui se fait de l'argent sur le dos du citoyen, sur le dos du vidangeur, puis qu'il collectivise son gain, parce qu'en fait, c'est tout l'arrondissement qui finance son crédit, ou en tout cas son montant forfaitaire. Alors, je crois que là-dessus, puis c'est la raison pour laquelle on a parlé en coulisses tantôt de l'invisibilisation, le déchet, puisqu'il n'intéresse pas, permet, puis là-dessus, je cite Walter Lippmann dans le livre d'Harold Crooks, c'est que dans ces angles morts-là de cette activité économique, qui est la gestion des déchets, il y a beaucoup d'interstices où peut s'introduire le milieu interlope. OK. Parce qu'en fait, ça donne une belle flexibilité. Puis drôlement, la flexibilité sert de part et d'autre. Dans le sens que je peux comprendre un entrepreneur de ne pas vouloir embaucher sur papier.
tu sais, tout salarié qui travaille pour lui, parce qu'effectivement, il y a des gars qui, une rue, puis ils s'en vont. Ils vomissent tout à terre. Mhm. Alors, tu sais, d'avoir fait des papiers pour cette personne-là, de l'avoir introduit, d'y avoir donné de l'équipement, je comprends que c'est une lourde gestion. Puis c'est ce qui explique pourquoi, en fait, que cette flexibilité-là, drôlement, tu sais, va bien avec avec certains types de gestion. Ouais. Puis un peu pour justement pour faire le lien, parce que là on parle des entreprises, de la gestion des ordures en tant que telle. Un deuxième sujet, enfin moi j'ai trouvé que le sujet qui m'a frappé en lisant le livre, c'est la question des travailleurs. Ouais. Là on va le garder masculin parce que c'est un milieu qui est majoritairement masculin. Mhm. Puis j'ai vraiment l'impression qu'avec ce livre-là, tu rapportes la question d'une certaine catégorie de travailleurs dont on parle peu. Mhm. Puis j'ai l'impression aussi que c'est pas le sujet sur lequel on t'a le plus interrogé. Mhm. Oui. Est-ce que je me trompe dans mon Ouais, impression? J'ai ouais, mais quand l'impression même. que la question des ordures saisit beaucoup, Mhm. notamment plus on grossit l'audience et Mhm. de qui on enfin qui parle je parle notamment à Tout le monde en parle quand tu es passé, on a très peu Ouais, parlé de la ouais, condition des travailleurs, on a ouais, beaucoup parlé de notre culpabilité individuelle à produire des ouais, déchets. ouais. Puis je me demandais si tu avais un peu eu cette impression-là, puis toi comment tu comprenais aussi ça? Mhm. J'ai, est-ce que les gens sont, je crois, toujours curieux sur les trajectoires de vie des travailleurs que je décris parce que c'est des gens qui, comme je le vis d'ailleurs, là, parce que je viens de classe populaire, mais pour moi, c'était un choc culturel que de côtoyer ces gars-là. Ouais. Alors, de donner certains exemples, ça frappe l'imaginaire, ça suscite l'intérêt, mais ça dépend beaucoup des entrevues. Je crois que, comme Pénélope, par exemple, à Radio-Canada, elle, puisque je crois qu'elle a une approche très humaine, elle était intéressée OK. par qui sont ces travailleurs-là. Mmh. Peu importe qui ils sont, j'ai de la sympathie et de l'empathie. Parce qu'il faut avoir une grande ouverture devant certains portraits Mmh. que j'ai offerts. Mais oui, ça dépend vraiment de l'angle. Ouais, OK. ouais, Puis ouais. un peu dans parce que là, donc on parle de la gestion des ordures, Mm. puis on amène la question des travailleurs. Puis quand on lit le livre, moi, ce qui m'a marqué là, donc c'est effectivement la catégorie des travailleurs dont tu parles, mais surtout que ton travail, il, il brise les corps, il Mhm, marque la chair. mhm, Tu parles des douleurs, tu parles de... Et donc, l'impression que ça donne, c'est ce travail-là se fait aux dépens de vos vies. Puis au Québec, on n'a pas de données sur ce sujet-là, mais dans les pays, on se doute que c'est lié à la syndicalisation aussi, mais par exemple, en France et dans d'autres pays, on calcule en moyenne 5 à 10 ans d'espérance de vie en ouais, moins pour ces travailleurs-là. Euh, ouais, Est-ce qu'on devrait accepter d'avoir des travailleurs collectivement? Parce que là, collectivement, on est en train d'accepter l'idée ouais, qu'on peut avoir des travailleurs qui vont se sacrifier pour pouvoir ramasser nos déchets et ouais, qui ça va leur coûter 10 ans de vie. ouais, ouais. Comment est-ce qu'on peut tolérer ce statu quo? Drôlement, lorsqu'on s'inspire de la France, puis vous avez un des éboueurs les plus connus sur la planète, Ludovic Franceschnet, qui est un TikToker Mmh. hyper influent. Je lui ai d'ailleurs partagé mon livre, je lui ai envoyé. On est vraiment dans. J'ai lu le livre de Mireille Dumas aussi sur les éboueurs à Paris. On est dans, j'ai l'impression, des classes sociales quand même différentes, OK. même si il y a une certaine concomitance par rapport aux trajectoires de vie. Mais, mais c'est différent parce que nous, puisqu'il n'y a aucun critère d'admissibilité, ça fait qu'effectivement, tout le monde peut s'y retrouver. Puis tout le monde étant des gens éduqués comme des gens qui n'ont même pas fini leur secondaire. La seule personne analphabète que j'ai côtoyée dans ma vie, c'était un vidangeur. Mmh. J'aurais jamais côtoyé une personne analphabète, c'est certain. Euh, alors, je crois que le milieu permet ça. Est-ce que pour autant c'est de l'exploitation? C'est à risque d'exploitation, sincèrement. Mais pour ce qui est des conditions de travail, puisqu'on a les coûts des franges, parce que vu que c'est un système un peu, la gestion des déchets, c'est un peu un système anarchiste. Alors, si tu es fort, je pense que tu es en mesure d'aller te chercher du pouvoir dans ce système-là que tu finis par comprendre. Drôlement, le Ludovic, lorsqu'il faisait une vidéo en France, il se fait balancer de quoi à la tête pendant qu'il fait la vidéo. Là, je me souviens plus si c'est une cigarette ou une canette. Ici, tu balances de quoi à la tête d'un vidangeur, il te frappe. Mmh. Tu as vraiment un rapport de force directe, immédiat. Puis, ce qui est intéressant, c'est que ton administration ne te réprouvera pas nécessairement parce que tu l'as frappé. Je généraliserai pas le truc. Moi, je suis, disons, plutôt non-violent. Mais quand même, c'est de dire que je crois que par ce système-là, les gars ont réussi à aller chercher du respect, la reconnaissance,
une certaine reconnaissance, puis des bons salaires. Ce que OK. j'ai pas remarqué qu'ils ont réussi à faire partout. Par contre, puisque c'est un système non normé, il y a une grande disparité dans les salaires. Ça, c'est vrai. Donc, il faut comme aller chercher sa valeur. Puis, lorsque tu as des gens qui sont un peu plus forts que toi dans la hiérarchie de l'entreprise, ben, c'est plus difficile, mais tu réussis quand même parce que tu comprends que, là, c'est la raison pour laquelle j'ai utilisé David Graeber, que chacun est endetté et l'endetté de l'autre. Puis le capitalisme, c'est une chaîne d'endettement, dit Graeber, c'est-à-dire la multinationale donne un contrat à un broker. Le broker étant souvent l'équivalent d'un petit chef. C'est quelqu'un qui n'a pas plus d'éducation que les autres, mais il est peut-être un peu plus wise. Il va avoir appris, par exemple, en dedans, en prison, des techniques de gestion qui ne s'enseignent pas au HEC, puis qui sont très efficaces dans le milieu. Mmh. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est il y avait des gens, un chantier qui bloquait Saint-Denis. Puis nous, on doit passer dans la ruelle pour ramasser les ordures. Alors, le patron en question a réfléchi à une stratégie, puis il a proposé à des personnes en situation d'itinérance d'aller dévaliser le chantier le soir qui n'était pas surveillé, il le savait. Le lendemain, le boss a été voir ces gars-là, qui la veille l'avaient harcelé avec une pelle. Mmh. Il était les voir, puis maintenant, il laissait passer. OK. C'est dire que ça s'enseigne pas au HEC Montréal. Ouais, C'est ouais. diablement efficace. Mmh. Mais ces genres de petits chefs-là sont diablement efficaces dans le milieu dans lequel ils gravitent. Puis les entreprises multinationales ont besoin de personnes comme ça. Mais ces petits chefs-là, qui d'ailleurs peuvent être aussi des filles, sont dépendantes financièrement de la multinationale par les camions, par les installations. Ils ne sont pas imbriqués dans la chaîne de valeur, ils sont exploités. Alors, une fois que tu sais ça comme travailleur en bas du petit chef, tu sais que ton 9 brokers sur 10 font faillite. Alors, tu sais que lui aussi ne veut pas tomber. Mmh. Alors, tu réussis à créer un rapport de force parce qu'effectivement, si ta broker a 4-5 camions, c'est plus facile là, de faire grève. Puis elle va être à l'amende pour chacun des secteurs qu'elle n'aura pas ramassé, collecté. Alors, elle va faire faillite. L'instant d'une journée. Puis on retrouve dans ce que tu es en train de décrire, c'est presque le rêve néolibéral parfait, quoi. Pas de normes du travail, tout à la pièce, Mhm, puis ça fait que ça donne cette et puis on tourne l'œil parce que, j'ai assisté mhm, à une des paroles des prises de parole que tu faisais, puis il y avait des représentants de la ville, puis finalement ils se posaient la question si cette situation que tu es en train de décrire, ce statu quo-là, il était pas le bon. mhm, Moi, ça m'a un peu choqué quand j'ai entendu ça, mhm. mais j'entends finalement le fait qu'on veut tellement pas en entendre parler que les institutions tournent l'œil. Ouais, Puis, tu disais l'école bleue, eux, ils veulent pas s'occuper du résidentiel, ils font ouais, que le recyclage. Donc ça fait que les employés syndiqués, ils regardent pas. Puis là aussi, la politique à ce moment-là était presque: «Ah oui, l'école bleue, dès qu'il y a un problème, il faut s'arrêter 3 semaines, quoi». ouais, OK. ouais. Donc on veut pas avoir ça, mais en même temps, c'est comme une espèce d'aboutissement parfait d'un modèle capitaliste sans règles, sans rien, où c'est juste la guerre de manière permanente et Mhm, l'instabilité pour vous. mhm. Puis, c'est la raison pour laquelle je crois qu'effectivement, il y a des gens vidangeurs qui sont très à droite. Ouais. Puis ils diraient eux-mêmes, le complotistes sur les bars, ils trouveraient ça drôle que je leur dise ça. Puis je pense que les anarchistes peuvent aimer, dans le sens que, littéralement, ton supérieur, ton boss, tu peux l'envoyer chier puis garder ton emploi. Mmh. Tu peux consommer en travaillant sans problème. Euh, mais pour moi, le pivot dangereux, c'est l'exploitation. C'est vraiment là. Puis une fois que tu réussis à t'émanciper de cette exploitation-là, mais en tout cas, là, tu as un peu les coups des franches, un peu de liberté, mais, mais c'est à risque. C'est vraiment à risque, puis c'est pas tout le monde qui réussit à s'en tirer. Puis là, ces temps-ci, il y a beaucoup de travailleurs étrangers qui viennent, puis eux, ils font un peu comme la Division internationale du travail, là, font diminuer ou mettre une pression sur les salaires localement. Mmh. Puis, ce que je trouve dommage, en fait, c'est que les vidangeurs au Québec ont réussi à aller chercher un salaire très intéressant, mais de façon illégitime. OK. C'est la société qui aurait dû leur donner, mais la société ne pouvait pas intégrer le fait de donner des si bons salaires à des vidangeurs. Mmh. Alors, eux, ils ont été le chercher autrement. OK. Donc avec les compléments, c'est ce que tu fais référence au fait que les gens, vont chez le ferrailleur ou tu veux dire Non, pas ou par les moyens il y aurait ça, mais en fait, c'est que lorsque tu comprends l'octroi du contrat, ouais. donc tu sais combien que ton broker gagne pour un secteur donné, un nombre de rues ou un nombre de camions. Si tu vas au-delà de ça, tu demandes une prime. OK. Puis puisque les seuils sont très bas, ils sont plus basés sur l'école bleue, c'est quand même assez facile de faire ce qu'on dit 2 runs en une journée. Mmh. Donc là, tu vas chercher l'équivalent seul,
je sais pas moi, de 20, pas 20 heures, mais comme 15 à 16 heures de travail en 4-5 heures. Ouais. C'est ce qui avoisine des fois les salaires de 100 $ de l'heure. Puis, tu fais la comparaison dans le livre justement entre la productivité, parce que là, les Québécois, les vidangeurs québécois sont les champions de la productivité. Ouais. On est en train de comprendre qu'est-ce qui crée les conditions pour qu'il y ait cette productivité-là. Mhm. Mais au final, encore une fois, ça se fait au détriment de vos vies. Oui, mais là-dessus, puis c'est une position qui est difficile à défendre. Une des seuls endroits que j'ai refusé d'aller, c'est il y a un groupe de recherche au Québec de professionnels universitaires Ouais, en sécurité sur la gestion des matières résiduelles. ouais. J'ai refusé d'y aller parce que drôlement, en plus, au début, j'étais invité. Puis finalement, ils ont voulu que je fasse une vidéo qui allait commenter. Puis je me suis dit, c'est la reproduction de marde de l'approche top-down que vous faites depuis des années, c'est-à-dire de ne pas consulter une logique de coopérative de travail, les conditions de travail et la façon de les faire. Ouais. Les vidangeurs, je crois qu'en général, on aime ça, être maltraité. Je sais que ça paraît mal de dire ça, mais drôlement, c'est seulement dans notre société, en sociologie du sport, le sport professionnel ou le sport récréatif où on va permettre à des individus de se dépasser, de se mettre à risque, puis de tolérer ça ou même de trouver ça bien. Puis moi, ce que j'essaie de dire, j'essaie de défendre la position que le vidangeur est un ouvrier. Puis l'ouvrier, c'est quelqu'un qui a une approche sportive du travail. Puis drôlement, si on le fonctionnarise, comme en France, comme l'école bleue ici, c'est-à-dire qu'on l'encadre, puis j'essaie de rentrer un syndicat dans une des shops où j'ai travaillé, là, c'est dire à quel point je comprends que ce que je défends est pas en tout cas, mérite nuance, mais ils sont pas plus heureux lorsqu'ils sont fonctionnaires, au contraire. Tandis que nous, d'aborder l'emploi comme un sport, ça fait que c'est le fun. Puis je sais que là, ça se communique très mal entre un gestionnaire et un fonctionnaire qui va, par exemple, dire mets des câbles d'acier, ta sécurité. Puis moi, je vais dire je t'emmerde. Si je cours 20 km par jour, je veux choisir quel soulier je mets. Puis il va dire ouais, mais tu penses pas à ta santé, ta sécurité. Je vais dire si j'ai une maladie chronique qui se développe au dos parce que je cours avec des câbles d'acier, tu ne seras pas en mesure de la fighter, de la battre, en tout cas de la revendiquer auprès de la CNSST. Ça va être plus difficile qu'une maladie immédiate. Puis de toute façon, il y a une fierté, nous, à travailler blessé. Puis je sais que même ça paraît bizarre à dire. Pourtant, le gars qui va faire son Ironman avec des orteils pétés, tout le monde va l'applaudir. Je me souviens qu'à l'université, j'étais assis, puis qu'il y a un étudiant qui avait couru un marathon, puis tout le monde l'a applaudi. Puis moi, j'écoute zéro le sport professionnel, mais j'avais pas compris. Je comprenais pas pourquoi qu'on applaudissait quelqu'un qui faisait un marathon. Après ça, j'ai compris les codes sociaux. C'est ça, la sociologie du sport, c'est de décortiquer les intérêts, comment qu'un sport se construit, qu'est-ce qui fait que c'est intéressant. Mais là, je m'étais dit, mon Dieu, moi, c'est ce que je fais, puis jamais personne m'a applaudi, personne s'est même intéressé. Mais moi, si j'aime ça, laissez-moi le faire. Puis là-dessus, c'est mon côté très anard, qui effectivement peut prêter le flanc au fait que le néolibéralisme, c'est la diminution des lois sur le travail. Donc, c'est une position dure à tenir. J'en conviens. Mais je crois que si on se prive, puis c'est drôle, j'étais à l'émission 98.5 avec Nathalie Normando et Luc Ferrandez, puis j'essayais de dire que les vidanges, ce serait un bel endroit pour faire un service civil au Québec. Un des métiers qui pourrait servir. L'Option nationale l'avait proposé à l'époque, c'est-à-dire tu finis ton secondaire 5, tu choisis parmi une gamme de métiers. Puis moi, ce que j'aimais de ça, c'était premièrement que tu côtoies des gens d'une classe sociale différente de la tienne. Parce qu'avec l'école qui se privatise de plus en plus, ben, c'est des gens que tu ne côtoieras jamais. Puis en plus, tu es au contact du déchet. J'aimais l'idée. Puis là, ce que Nathalie Normando m'a dit, bah oui, mais la CNSST ne serait jamais d'accord. Moi, j'ai été une fin de semaine dans l'armée. Je peux vous garantir que la CNSST n'est pas là. Je veux dire, on est en mesure de, j'imagine, faire comme gouvernement des pas de côté puis dire pour ce milieu-là, on tolère. Puis drôlement, pour moi, les outils législatifs sont des moyens de contrôle. Ça, on le voit beaucoup en sociaux. C'est-à-dire, un de mes patrons, par exemple, avait comme politique que si tu te blesses pas, on te donne une prime. C'est comme dire que moi, je contrôle mes risques. C'est complètement stupide. Ce qu'on devrait essayer de contrôler, c'est les comportements nuisibles des citoyens. Mais le contrôle va être toujours mis sur le vidangeur qui est le responsable de sa sécurité. Alors, si je suis responsable de ma sécurité, effectivement, je peux l'assumer. Mais tu ne penses pas que dans un milieu où il n'y a pas justement de régulation, c'est juste la question financière qui régule ton comportement? C'est effectivement un risque. Parce que finalement, c'est ça qui va agir comme une norme. C'est combien tu es capable d'en prendre. Puis qu'est-ce qui détermine... Puis, parce qu'il y a la question, effectivement, un peu de l'éthique individuelle que tu rapportes avec le sport, comment est-ce qu'on peut penser... Et est-ce que cette éthique-là, parce que moi j'entends la question de la dignité,
que Ouais, tu apportes aussi ouais. avec ça, c'est de reconnaître une dignité aux travailleurs, de la question de la valorisation qui est sous-jacente à ça. Mais finalement, est-ce que ta dignité en tant que travailleur, elle ne devient pas dépendante du système et de ses conditions? Ce qui est, oui, on l'a vécu, le contre-exemple, en fait. C'est au début, lorsque j'ai commencé, on roulait étant aller vite, on roulait plus qu'on était à l'heure. OK. C'était culturel, beaucoup plus que l'argent. Moi, ce que j'ai appelé au Québec la culture du bûcheux, Mmh. c'était l'idée que, comme ouvrier, il y avait une impossibilité d'abandonner l'emploi. Mmh. Puis effectivement, ça aussi, c'était à risque d'exploitation. Les entreprises l'ont exploité. Mais c'était au-delà du salaire. C'était la fierté du travailleur que moi, j'ai découvert. Puis ça n'a vraiment pas de prix. Puis ceux qui avaient cette fierté-là ont développé, je crois, une passion. Mmh. Puis là, ont dû, s'ils veulent rester comme vidangeurs, développer une éthique personnelle, une éthique de sportif, comme les sportifs professionnels, selon moi. Fait qu'en ce sens-là, il n'y a pas que le salaire qui est la motivation. Puis ça, moi, ça m'a fait du bien de le constater. Mais il y a une grande disparité dans l'industrie. Ce que je dis, effectivement, c'est pas le cas pour tout le monde. Puis éventuellement, je dirais que le salaire devient un intérêt fort lorsque tu sais que la personne en haut de toi s'en fait plus que toi ou s'en Mmh. fait sur ton dos. Comme je vois parfois l'école bleue travailler, puis pendant qu'ils travaillent, il y a une personne en arrière d'eux pour les sécuriser. Comme privé, jamais on verrait ça. On dirait, toi, tu sors de ton pick-up, tu t'en viens travailler avec nous. Mmh. C'est honteux d'avoir quelqu'un qui serait payé l'équivalent de moi pour faire une job que je crois qui n'est pas du tout utile ou essentielle parce que pour vidangeur, il faut que tu mettes épaule à la roue. Moi, j'appelle ça la solidarité devant la charge. Alors, tu sais, comme coop de travail, tu comprends ce que tu dois faire, tu sais comment bien le faire, puis ce camion-là sert à rien. Il coûte cher à la collectivité. Il- Les gars sont quand même, puis ça, c'est peut-être le côté très adroit, sont contre la taxation, mais ont une efficacité, ils veulent en tout cas une efficacité, ils veulent démontrer une efficacité pour la société. Mmh. Puis ça, drôlement, même si c'est une logique un peu à droite, ben, ça pourrait très bien se déplacer à gauche, puis de le voir justement comme... Moi, j'ai toujours vu comme ça, en fait. Tu aides la société, tu aides la République, qu'elle puisse continuer à avancer de par un geste très simple qui est le fait de ramasser des ordures. Après ça dépend de l'état d'esprit que tu as. Mais moi, j'ai toujours vu comme ça, comme une forme de solidarité. Et je reviens sur cette question, de la dignité parce que dans l'idée du travail bien fait, c'est là aussi, où le travailleur, enfin j'entends, va trouver sa dignité. Je fais bien mon travail, j'ai une utilité Mhm, pour la société, donc c'est comme ça que j'ai un sentiment de satisfaction de mon emploi, que je trouve du mhm. sens à mon emploi et que je justifie aussi en un sens ce que je suis en train de faire. Ouais. Hem, mais en même temps, comment est-ce que cette dignité, je reviens avec ma question, qui redevient dépendante du système dans lequel, et donc dans ce cas-là, tu deviens on à quel point est-ce qu'elle t'appartient? Tu as envie de faire, ton travail, bien, Mhm, correctement, comme tous les êtres humains qui généralement veulent bien faire leur travail. On aime ça, on aime se sentir utile mhm. et en même temps, dans le cas des vidangeurs, finalement, est-ce que ça vous amène pas collectivement à tolérer des choses qui devraient pas l'être d'une certaine manière? Oui. Dans le sens où, hem moi, je veux bien faire mon travail, mais moi, je veux pas mourir, Mhm, 15 ans plus tôt. mhm, J'ai pas de risque là, parce mhm. que j'ai un métier de bureau, tu sais, je suis bien le petit bourgeois qui vous regarde Ouais, ouais, ramasser les ordures ouais, et ouais. dans ce cas-là, j'ai pas un bah, j'ai un environnement qui détermine mes comportements aussi, mais c'est ça, j'ai pas à la fin, ça va pas me coûter aussi cher. Ouais, je comprends. Et en même temps, j'ai l'impression que les gars, dont tu parles, même toi, ce qui vous a déterminé vers ces voies-là aussi, c'est pas nécessairement des choses que vous avez choisies. Mhm. Et si on revient sur la sociologie Ouais, des travailleurs, ouais. c'est juste pour Les- donner un peu de OK, contexte aux gens, est-ce qu'on peut revenir un peu sur la sociologie des gens ouais. qui travaillent, dans le milieu des Mais ordures? je vois 2 Ouais, parties ouais, à ta question. En fait, la première, moi, ce que j'aime dire aux gens, c'est, qu'on assume le risque. OK. Puis qu'effectivement, il devrait y avoir une dignité rattachée à ça, que les gars se construisent eux-mêmes parce qu'ils le savent, mais que la société leur a pas donné. Puis peut-être que le livre, a permis ça, en tout cas, à certaines personnes de le réfléchir les gestes et le risque qu'assument les vidangeurs. Puis ce qui est drôle, particulier, c'est qu'on en retire un plaisir. Puis je pense à Georges Saint-Pierre lorsqu'il parle du MMA, sa carrière à la UFC. Il dit: «Je m'en vais sur le ring, puis je sais que je peux crever». Mais il le faisait quand même, puis en retirait quand même un certain plaisir. Puis je sais que dans une société policée, où effectivement on 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 exporte les emplois dangereux, industriels, ou sinon on les voit pas, sont en marge,
Ce discours-là est difficile à entendre. C'est un discours un peu d'une autre époque, Mm. mais drôlement, pour amener même un ami à moi qui est avocat, ça fait du bien que ça soit pas seulement dans le cadre très particulier du sport où on peut prendre du risque. Mais oui, moi, j'aime l'idée que si on assume le risque, le citoyen donne une immense part de respect au fait que. Puis là, on parlait sur la durée de vie Ouais. des vidangeurs, on revient là-dessus. Alors, pourquoi pas penser, puis je l'ai réfléchi récemment avec un avocat qui défend beaucoup les vidangeurs, c'est si l'employé est blessé, il a une prime que tu lui donnes qui lui permet soit de travailler un peu moins et qui le suit pour le restant de sa vie pour perte Compenser. de jouissance, contribution à la collectivité. Fait qu'il y aurait des outils législatifs, légaux, qui pourraient, je pense, aider à le faire. Comme moi, je me blesse beaucoup moins depuis que je le fais moins longtemps. Lorsque je commençais, je faisais 60 heures des fois semaine de sport. Je me blessais plus que présentement à 39 ans parce que je le fais moins. Je fais ça de façon modérée. Je peux me le permettre financièrement. Mais on pourrait le donner ça en amont que dès qu'une C'est personne. bien. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième, c'est plus sur la sociologie. Moi, j'ai réalisé que j'étais beaucoup moins violent, agressif en arrière d'un camion lorsque j'ai eu ce que j'appelle la mobilité sociale. Parce qu'effectivement, du moment que c'est contraint, c'est subi comme emploi, comme beaucoup de gars, parce qu'en fait, si tu n'as pas terminé ton secondaire, que tu as un casier judiciaire, que tu as des tatous un peu bizarres d'en face, que tu es scarifié, que tu as des particularités physiques, physionomiques, c'est pas tous les métiers que tu consommes au travail, pas juste dans ta vie privée, mais au travail. Le nombre d'emplois que tu peux occuper diminue sans cesse. Alors, ces gars-là se retrouvaient bien dans un milieu qui, en intervention, on appelle ça la réduction de méfaits, Ouais. qui te permettent d'être qui tu es à un moment T de ta vie, puis de te tolérer ou t'accepter comme tu es. Ce milieu-là, selon moi, permet ça. Alors, il y a une forte résonance, effectivement, entre la trajectoire de vie des gars, la violence qu'ils ont vécue, ce qu'ils ont subi, où ils s'en sont rendus, et ce job-là qui leur permet de continuer quand même à être sans aller vers la trajectoire de vie, on parlait des points tournants, vers des points qui les amènent toujours vers le pire. Fait que pendant un temps, au moins, ça les stabilise, puis éventuellement, ça peut même les amener vers du mieux. OK. Mais effectivement, c'est à fort risque d'exploitation, encore une fois, Mhm. parce que puisqu'ils n'ont pas, les employeurs le savent, les gars ne réussiront pas à trouver les meilleurs salaires à nulle part ailleurs. Alors, si ils ne font pas attention à l'argent qu'ils gagnent, ben, ça devient un Vicieux. couteau à double tranchant, parce que là, en fait, ils vont être dans ce que Veblen appelle la consommation ostentatoire, c'est-à-dire, si tu t'achètes un pick-up de 150 000, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux le montrer. Mais ton boss va le voir. Puis 150 000, un pick-up, ben, tu sais les paiements qui sont liés. Alors, tu es dépendant de ton travail, tu es dépendant de ton boss, le boss le sait, donc tu es à risque d'exploitation. Puis ça, malheureusement, ça vient avec l'éducation, puis c'est pas tous les gars qui réussissent à le faire. Mais encore une fois, puis là, c'est la raison pour laquelle j'ai parlé de Steve dans le livre, Steve Ronet pour les Hells. Ronet étant le gars qui vend de la drogue de porte à porte. Puis lui, il m'a clairement dit, c'est sa thérapeute qui l'a fait réaliser, qu'il a arrêté de runner parce qu'il faisait des vidanges, il retrouvait le même niveau d'adrénaline et Mhm. un salaire décent. Puis là, je pense à Bourdieu qui dans La misère du monde, donnait le portrait d'un dealer de drogue à New York qui disait moi, jamais je vais vendre des boulettes au McDo. Il dit je vais vendre la drogue parce que je vais avoir une dignité liée au salaire. Puis, bon, c'est un témoignage. Je dis pas que c'est la chose à faire, encore une fois, mais c'est de dire que dans les possibilités qui s'offrent à certains individus par rapport à leur trajectoire sociale, les vidanges au Québec, c'est foutrement intéressant comme possibilité que ça peut donner. Puis Mhm. éventuellement, l'ascension qu'ils ont, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est de devenir chauffeur. Puis déjà, de devenir chauffeur, c'est un permis, donc des tests, c'est éventuellement la responsabilité du permis, la responsabilité d'un secteur, puis éventuellement, je crois qu'il y en a qui réussissent à décrocher de mauvaises habitudes de leur passé, mais ça a été possible parce qu'on les a tolérés comme ils étaient pendant un temps. C'est une chose que personne, aucun autre, je pense, métier aurait pu permettre que un gars se sniffe une ligne de coke sur le dash puis il retourne en arrière d'un truck. Mhm. Peut-être certains milieux, mais sont rares. Mais donc, je reviens un peu parce que J'ai pas on parlait. répondu. Si, si, c'est correct. OK. Je pars avec toi dans le tunnel. Là. OK. Parce que je vais peut-être faire une opposition de mauvaise foi, mais OK. tu as cette Ouais. idée-là de comment, dans ce cas-là, donc là, ce dont on est en train de dire, c'est que les gars, tes collègues, il y a des trajectoires individuelles qui déterminent le fait qu'ils se retrouvent derrière un truck, Ouais. qui ne relèvent pas de leurs décisions nécessairement. Mhm. Mais c'est un peu le seul échappatoire qu'on
leur propose en Ouais. tant que société. Ouais. Est-ce que, du coup, développer une éthique individuelle autour du sportif devient pas là aussi une justification pour individualiser le problème et finalement se dire: «Ah, c'est donc des gars qui aiment l'adrénaline, c'est des sportifs, c'est des athlètes», puis je me pose plus la question de qu'est-ce qui les amène Mmh. derrière ce truc-là? Parce que encore une fois, tantôt on parlait un peu des chaînes de Ouais. production du déchet, Ouais. mais on va retrouver les mêmes chaînes de production des individus. C'est ces mêmes individus qui Oui. sont un peu les rejetés de notre Mmh. système productif qui se Ouais. retrouvent à cet endroit-là. Ouais. Donc, Ouais. est-ce qu'il n'y a pas un risque dans l'éthique que tu Mmh. proposes à finalement donner des munitions aux gens qui veulent pas se poser la Mmh. question et de se dire: «Ah mais c'est de la perspective individuelle, c'est pas un problème politique. C'est des gars, ils aiment bien l'adrénaline, ça va leur plaire de courir derrière ça leur plaît de courir derrière un truc». Mmh. C'est une très bonne remarque. Puis ça me fait réfléchir au fait que, au début, les gars ils ont pas du tout une bonne éthique. OK. Vraiment pas. En fait, en sociologie de la santé, on parle des saines habitudes de vie. Ces saines habitudes de vie-là irriguent très peu dans les classes populaires. Moi, par exemple, lorsque j'ai commencé, heu, pour faire une journée de travail, puis au début, c'était 18 heures là, 7 heures le matin à minuit le soir, à 35-40 degrés, ça ressemble à la révolution industrielle, littéralement, mais moi, je prenais 6 litres de Pepsi, 4 bars Mars. On n'est pas du tout dans une éthique de sportif. Mmh. Du tout, du tout, du tout. Puis ceux qui restent, ceux qui réussissent à dépasser le temps que tu as dit qui est court, c'est ceux qui développent cette éthique-là. Puis je crois que là-dessus, l'emploi leur permet de s'éduquer, sinon ils lâchent. Puis eux, après ça, tu y vas avec ta trajectoire de vie. Eux, si c'est la consommation qui était facile, ils vont consommer pour être en mesure de maintenir le rythme demandé par l'entreprise. Un speed, ça coûte pas cher, puis c'est une drogue qui fonctionne vraiment bien avec ce qu'on te demande comme vidangeur. Encore une fois, on revient au fait que c'est à risque d'exploitation, mais, mais l'idée, c'est d'être en mesure de le faire puis de quitter ces habitudes-là. Mmh. Après, effectivement, je crois que les entreprises l'ont encouragé, voire toléré. C'est là qu'on tombe dans de l'abus et l'exploitation. Mais si on réussit, eux, à décrocher, mais moi, je crois que, lorsque je développe l'idée d'ouvrier puis de sportif, pour moi, ça serait que les gars soient accompagnés comme des sportifs professionnels. C'est-à-dire, dans ton équipe, tu as un diététiste, tu as un intervenant social, tu as un coach, probablement, un coach sportif, physio, pour te permettre de développer cette éthique-là que j'ai parlé, que des gars développent pour y rester, mais en amont, dès le départ. On t'aide, on t'accompagne pour que tu deviennes, pour qu'en fait, justement, le système de la gestion des matières résiduelles ne te contraigne pas de façon malsaine et abusive à être ce que tu devrais être, mais t'encourage de la bonne façon, positivement, dans la bonne voie, comme on fait pour des sportifs professionnels. Puis drôlement, on est une société qui vénère, en tout cas, surtout avec ce qu'on vient de voir avec le Canadien, je pense que les Mmh. Canadiens ont été éliminés. Euh, mais on vénère les sportifs, puis pourtant, le terme, on haït nos vidangeurs. Mmh. Puis pourtant, s'il y en a un qui participe à la collectivité, c'est bien le vidangeur Mmh. et non l'inverse. L'inverse, la logique sportive, puis là, je m'appuie sur Paul Ariès, politologue français, qui parle de la sportivisation de la vie. Lui, il voit un fort lien entre le sport professionnel et le capitalisme, c'est-à-dire, c'est pour arriver en haut, t'écrases un peu tout le monde. Dans les vidanges, puisque tu n'as pas ce niveau technique-là de compétition, tu as une solidarité devant la charge qui, de toute façon, se répète sans cesse, qui crée pas un collectif, mais en tout cas une équipe forte qui participe à la collectivité, ce que je trouve vraiment plus intéressant. Comme moi, ça me rejoint plus. Tu sais, nous, il y a eu des tournois de vidangeurs, d'ailleurs, au Québec. Puis, on sait c'est qui les meilleurs, là. Il y a une fierté. Tu sais, pour moi, ça a l'air tellement déconnecté, là, mais il y aurait une plus grande fierté à être le meilleur vidangeur au Québec que d'être le meilleur joueur de hockey du Canadien. Mmh. Puis, drôlement, lorsqu'on parlait de culture, il y a ça beaucoup, là. Puis ça dépasse les salaires. Ouais, ouais. Tu as une culture de travailleurs, le collectif de travail qui Ouais. est créé autour de ça. Mais c'est intéressant, tout à l'heure, tu critiquais les normes, mais un peu les idées que tu apportes systématiquement, c'est l'idée des normes. Ouais. Tu as parlé de la compensation financière quand tu te Ouais. blesses, tu Ouais. as parlé de l'équipe de préparation initiale, l'équipe d'accompagnement. Tout ça, c'est des normes finalement. Mais c'est pas des top-down, c'est pas des gestionnaires qui nous disent quoi faire, puis Mhm. comment qu'on doit le faire. Puis là-dessus, effectivement, c'est mon côté, tu sais, l'anarchie, si c'est de détruire un système pour en refaire un autre, mais surtout en refaire un autre, je crois que le prochain système devrait être appuyé sur les vidangeurs qui, eux, savent davantage que les gestionnaires qu'est-ce qu'on doit faire. Mhm. Puis c'est quelque chose qu'on n'aborde jamais. Puis je crois que ces normes-là devraient permettre beaucoup de liberté.
si on veut garder, du moins si on veut garder le genre de travailleur qu'on a. Puis sinon, de toute façon, on arrive avec des cols bleus qui voudront pas faire la job. Nécessairement? Ben, ça, encore une fois, c'est le vérificateur de la Ville de Montréal qui le dit successivement que les cols bleus de la Ville de Montréal n'aiment pas collecter les déchets, se blessent plus que nous, puis coûtent plus cher. Fait que même si on est plus efficace, même si on gagne des salaires de fou individuellement, on coûte vraiment moins cher. Puis, effectivement, là, j'ai ressorti le texte de Claudel Richard, une historienne au Québec. Puis, ce que ça dit, c'est que les autorités publiques veulent pas, et les colbeux veulent pas s'occuper de déchets, OK. en général. Historiquement au Québec, c'est ça qui est drôle. Dans ce que tu dis, est-ce qu'ils se blessent plus? Est-ce qu'ils déclarent plus que vous? Et voilà, ben c'est la raison pour laquelle j'aime bien l'idée de culture. Je suis convaincu qu'on se blesse autant, mais nous, il y a une fierté à se blesser. Eux, puisqu'ils n'aiment pas faire leur job, dès qu'ils se blessent un peu, ils quittent. Mhm. Lundi dernier, on se regardait dans le truck, puis on se disait « Ah, je me suis coupé », puis les trois, on s'était coupés. On disait « Ah, moi aussi, moi aussi ». On s'était tous coupés. Mais c'est correct, c'est normal, on avance, on continue, on ne s'arrêtera pas pour ça. Un peu comme une personne qui fait du sport. Si tu te foules la cheville, tu peux bien décider si tu décides de courir un peu avec ou non en finissant ta game de soccer. Mais l'idée de contrôle, je crois que c'est ça qu'on n'aime pas, autant à droite qu'à gauche, par des gens qui n'ont pas fait la job. Mhm. C'est ça qui nous rejoint pas. Surtout que nous, on a l'impression qu'on sait plus que les gestionnaires qu'est-ce qui est bon. Puis surtout qu'on a, dans notre lorgnette, on a beaucoup la productivité, mais il y en a que c'est pour eux-mêmes, puis il y en a qui, comme moi, c'est pour la collectivité. Fait que moi, j'ai l'impression que ces mesures-là peuvent diminuer. À Ah, moins, bien sûr, de revoir tout le système de la gestion de matières résiduelles. Puis là-dessus, ouais. je m'appuie sur Zygmunt Bauman, qui dit que le vidangeur, c'est le héros moderne de nos sociétés. Parce que pour moi, pour qu'il y ait des vidangeurs, ça veut dire qu'on produit vraiment trop de déchets. Mhm. Puis qu'on est effectivement à des rythmes qui ne devraient pas être. Fait que dans cette logique-là, effectivement, moi, mon rêve, c'est quand même qu'il n'y ait plus de vidangeurs. Là. On s'entend, là, ça voudra dire qu'on a battu la surconsommation. Mais dans une logique où il faut gérer un flux de matière constant, ben, je trouve qu'il faut laisser aux travailleurs décider comment bien le faire ou comment qu'ils aiment le faire. Finalement, dans ces collectifs de travail, qui sont marqués par des parcours spécifiques individuels, on ne trouve pas aussi une expression de genre particulière, une expression de la masculinité particulière que tu abordes aussi dans ton livre. Est-ce que ça aussi, ça ne fait pas effet régulateur dans le groupe? Régulateur du type, la norme, ça serait d'être un homme fort, disons. D'être une Ouais. moumoune, comme tu dis. Ou d'être une moumoune, effectivement. Oui. Puis, drôlement, je crois qu'il y a une forte cohérence avec l'image que peut-être certains hommes projettent dans leur enfance et ce qu'ils deviennent, qui est très construite, cette image-là. Puis c'est comme si en l'accomplissant, ils ont l'impression de faire quelque chose, d'être l'homme qu'ils pensaient qu'ils voulaient devenir. Puis, je reviens sur l'exploitation. Si on s'en sert, Ouais. là, je crois que c'est vraiment mauvais. Puis après ça, effectivement, ça ne permet pas à l'individu de s'émanciper par rapport à la projection qui s'en était faite, d'une autre forme de masculinité. Puis là-dessus, c'est peut-être l'intervenant en moi qui va agir. En fait, j'ai réalisé que oui, c'est des hommes que j'ai rencontrés, mais pour moi, ces hommes-là, qui ont l'air forts, fiers, droits, sans reproche, ils sont très vulnérables. Mhm. Puis, en intervention sociale, j'ai souvent vu ces moments-là de vulnérabilité-là qui sont l'ouverture pour autre chose, pour réfléchir sa propre condition puis l'image qu'on avait de soi-même. Puis, drôlement, je crois que ce moment-là vient arriver. Il arrive. Est-ce que c'est automatiquement le moment où il y a une grande prise de conscience, une épiphanie, puis on décide de changer complètement? Je ne le sais pas. Mais moi, j'ai vraiment vu des hommes vulnérables. Alors, cette image-là de la masculinité, elle est teintée par une immense vulnérabilité. Mhm. Une rage, des frustrations, des déceptions. C'est pas pour rien, je crois, que drôlement, tout l'univers de disons, j'aime pas le terme, la manosphère, là, avec Andrew Tate, c'est très dans les combats ultimes. On l'a vu avec Joe Rogan, on l'a vu avec le UFC. C'est parce que ça parle à ces gars-là. Mais malheureusement, ça ne les amène pas à changer fondamentalement les problèmes peut-être qu'ils ont eus, qu'ils devraient adresser. Et comment est-ce que... parce qu'on peut aussi, si on revient sur la question du système productif et Ouais. justement de cette catégorie de travailleurs dont on parle, c'est des gens qui, pour survivre, vendent au capital. Donc, c'est-à-dire, ont leur corps. C'est Ouais. ça qu'ils vendent. Ouais. C'est la force de leur bras. C'est pas leur Ouais. cerveau comme quelqu'un d'éduqué pourrait faire ou
qu'ils ont du patrimoine économique qui leur permet de fructifier et de vivre de ça, ils vendent leur corps. Et de ce fait-là, les conditions dans lesquelles tu es, fait que si tu vends ton corps et que tu as que ça à vendre, bah forcément, tu vas trouver une dignité dans ton corps aussi. Mmh mh. Puis ça fait une identité de pourvoyeur aussi. Ça peut créer une identité de pourvoyeur dans Mmh mh. d'autres catégories Mmh d'emploi. Mais est-ce que cette expression de la masculinité, de pas être une moumoune, là Mmh. aussi, devient pas fonction produite par les conditions qui t'obligent à être comme ça? Et Mmh. donc, cette même régulation du collectif, heu, à l'échelle plus groupale, c'est-à-dire on ne déclare pas les coupures, on tolère la Mmh. douleur, on tire plus fort, on continue, Mmh. qui est de la performance et aussi la résultante de ce système qui te force à pas que ça. Et puis c'est ça que tu vends. Mmh. Donc un peu une boucle finalement. Mmh. Je sais pas si est-ce Oui. que c'est abstrait là, hein, d'une certaine manière Ouais, ce que non, je suis en mais train de dire, mais est-ce que ça reflète une expérience ouais. que toi tu vois? Puis effectivement, je crois que présentement, peut-être parce que le milieu est très gangréné par l'argent, c'est probablement l'approche de gestion qu'en ont les fonctionnaires, du milieu des vidanges. Puis c'est la raison pour laquelle moi j'amène vers le service la proposition du service civil. Ouais. Puis l'idée en disant qu'on assume les risques, puis qu'on ait une idée, plus, collectiviste de son travail, ça permet de dire, en fait, que mon corps appartient à la collectivité, puis qu'il se sacrifie pour la collectivité. Mmh. Puis à ce moment-là, si la collectivité le comprend, bien, il y a une énorme solidarité qui se fait envers ces individus-là sacrifiés. Puis parce qu'eux, je crois pas qu'ils se conçoivent comme sacrifiés OK. dans leur trajectoire de vie. Tu sais, tous les reportages qu'il y a eu présentement sur les vidangeurs, c'était souvent comme Canal D pour parler de pénibilité au travail. Puis Ouais. d'autres devraient tellement faire plus. Puis là, c'est la raison pour laquelle on parle de modernisation avec les robots, tu sais, qu'on met un peu partout en ville, puis qu'on dit qu'on était arriérés. Mais nous, on aime ça. On aime que ça soit rough, violent, difficile. C'est pour ça que je reviens sur le terme de «assumer». Après ça, bien sûr, moi, c'est un témoignage. Je ne peux pas dire que tous les vidangeurs pensent comme ça, mais drôlement, c'est pas pour rien que les gars de toiture, roofing, vont être des bons vidangeurs, les élagueurs, les bûcherons présentement, les gars de déménagement. Est-ce que c'est parce qu'ils peuvent rien faire ou c'est parce que le système méritocratique dans lequel ils sont, c'est-à-dire s'asseoir sur un banc d'école, avoir un diplôme, ça les rejoignait pas du tout. Mmh. Du tout, mais du tout, là. Puis moi, d'après moi, c'est pas mal plus ça. Mais à ce moment-là, tu sais, si la méritocratie, c'est de dire qu'il y a des gens qui sont destinés à des sous-emplois, mais c'est là-dessus, comme société, qu'on devrait réfléchir ça. Puis de dire qu'effectivement, s'il y a des sacrifiés, ben, en fait, c'est qu'on dépend de ces gens-là. Et OK. donc, on devrait créer une solidarité avec ces gens-là qui sacrifient leur corps pour la collectivité. Puis là, on renverse complètement. Parce que, encore une fois, les seules personnes qui le font, c'est les sportifs professionnels, puis on leur donne des salaires, une reconnaissance qui leur permettent, eux, de vivre après ça du peu de temps où ils ont sacrifié leur corps. Ce peu de Mmh. temps majeur, là, même si sportif professionnel, on peut penser 10-15 ans, mais si on fait 200 millions, la retraite est garantie, là. Tandis qu'un vidangeur, il n'y aura pas ce salaire-là. Donc comment on repense à la question de l'utilité sociale et cette reconnaissance? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Mais peut-être que ça. Tu sais, drôlement, j'ai demandé à mon éditeur s'il pensait que le livre allait aussi bien marcher, parce qu'il en a fait pas mal plus que moi. Puis il s'en attendait pas. Moi, je m'en attendais pas du tout. Alors, j'ai l'impression que de parler de travailleurs, je crois qu'on était peut-être prêt à ça au Québec. Tu sais, de parler des gens duquel on dépend, puis qu'on n'ose pas voir, qu'on se donne pas la chance d'observer, de reconnaître, parce que le capital, en fait, c'est ça, c'est par l'intermédiation de l'argent. C'est comme si on se permet de dire j'ai payé, donc Ça m'est advienne que dû. pourra, ça me concerne plus. Je ne prends pas responsabilité devant ce que l'argent peut permettre ou donner. Et puis, j'ai l'impression que la popularité du livre, c'est peut-être ça. C'est qu'on avait un malaise collectif envers les vidangeurs, mais moi, j'essaie de généraliser. Ça peut être le chauffeur de la STM. Moi, je parle à des chauffeurs de la STM. Ils sont Mmh. très malheureux. Puis drôlement et malheureuses. Drôlement, c'est des gens qui, même s'ils travaillent à la STM, ne veulent pas travailler avec du public. C'est pour moi un paradoxe complet. Parce qu'en fait, ils font un service public. Puis pour ce qui est d'une transition énergétique, ils sont beaucoup plus utiles que la plupart des emplois. Et pourtant, c'est des emplois qu'on va faire par dépit pour les congés, pour les bons salaires, pour les conditions de travail. Ce que moi, j'aimerais pas comme vidangeur. J'aimerais pas être Mmh. attaché par ce qu'on va appeler là, le pacte keynésio-fordiste, là, c'est-à-dire par l'argent de donner des bonnes conditions de travail duquel tu es attaché à ton emploi. Ce qui est
cool d'être vidangeur, c'est que puisque tu as très peu de ça, tu peux quitter assez facilement puis aller chercher des conditions ailleurs pour un autre boss. Tandis que les emplois de la génération avant nous, les gens se sentent, je crois, attachés par des conditions de travail qu'on leur a données. Fait que, on peut penser aux préposés bénéficiaires, qui sont aussi des emplois duquel on dépend, qu'on décide de sous-contracter l'aidant naturel qu'on devrait être ou la solidarité qu'on devrait créer envers nos aînés. On ne le fait pas, alors on décide de l'envoyer. Puis, drôlement, ça va être beaucoup des personnes issues de la diversité, des gens qui viennent au pays, qui vont occuper ces emplois-là. Alors, c'est difficile après ça de tenir un discours anti-immigration parce que ce sont des gens duquel on dépend. Donc, pour moi, le vidangeur, c'est le symptôme le plus fort, peut-être, de tous ces métiers-là parce que c'est celui qui est le plus haï. Puis, Claire Larocque, là-dessus, la philosophe, elle l'explique bien. De tout temps, toute société a une révulsion envers tous ces métiers qui s'occupent de l'ordre public, la santé publique, ce qu'on va appeler la prophylaxie, la gestion sanitaire des espaces, parce que c'est comme si les humains ne veulent pas se faire contaminer par le déchet, leurs déchets, et donc par les gens qui s'occupent de leurs déchets. Moi, lorsque j'ai acheté ma maison, je me souviens, mon agent d'immeuble m'avait dit t'achètes pas à côté d'un ferrailleur. Drôlement, j'en suis un. Mais c'est quand même l'idée, tu sais, que parce que lui, par son activité économique, qui bien sûr dépend des déchets de tout un quartier, mais tu ne veux pas être corrompu. Ton espace de vie, tu ne veux pas qu'elle soit corrompue par une personne qui s'occupe, dans le fond, de la bonne gestion des espaces. Comment tu distingues ça du mépris de classe? Ben, c'en est. OK. C'en est C'est ça, clairement. finalement, c'est Parce important qu'en comme fait, expression. oui, parce que de tout temps, de ce que j'ai observé, c'est, puis même à l'international, la gestion des déchets est faite par les classes populaires. Mhm. Historiquement, aujourd'hui, puis on en parlait tout à l'heure, ceux qui s'y essaient de classe bourgeoise vont le faire en dilettante, là, c'est-à-dire ils vont le faire un été pour le fun, pour dire qu'ils l'ont fait. Mais ceux qui restent, parce que pour moi, ma règle, lorsque je fais mon ami avocat, je lui dis, si tu veux être un vrai vidangeur, pour moi, c'est 2 ans sans arrêt, beau temps, mauvais temps, blessé, malade, tu rentres. Si tu mets ce critère-là, tu en perds vraiment beaucoup. Mhm. À moins de faire un service civil, on n'a pas besoin d'imposer ce critère-là aussi rigide à des individus seuls, parce que là, tu peux avoir une rotation, un roulement. Mais autrement, les classes bourgeoises ne se plaisent pas beaucoup dans le déchet. Mhm. Puis là, Jean-Baptiste Poncet-Jean, c'est ça, met en opposition l'éco-citoyen au freegan. Le freegan étant le descendant des ferrailleurs. Au Québec, on appelle ça les guenilloux. Vous, c'était les chiffonniers. Les biffins, nous, en région, on appelle ça les quêteux au Québec. Ce sont tous ces gens qui, de par leur classe sociale et l'impossibilité d'acheter facilement, vivaient avec leurs déchets plus facilement. C'est-à-dire, ils les réparaient, ils vivaient avec, ils les rapiéçaient. Ces gens-là, drôlement, les gens qui, je pense, qui font la promotion de l'environnement en sont des défenseurs, ne se revendiquent peu de ceux qui vivent dans les déchets depuis longtemps. C'est une partie effectivement invisibilisée, mise de côté. Claire Larocque, comme je dis, je l'ai cité, l'a bien expliqué. Mais drôlement, je trouve qu'on aurait à s'inspirer des comportements des classes populaires dans leur gestion des déchets et leur consommation. Paul Ariès a fait un livre là-dessus d'ailleurs. Mais nous, on préfère l'éco-citoyen, qui est beaucoup moins emmerdant. L'éco-citoyen étant, ben, Celui qui recycle. ouais, tu as un bac bleu, alors mets ton plastique dans le bac bleu. Mais Ouais. après ça, tu vas être correct. Ou je donne l'exemple de Greenpeace qui vend un mouchoir réutilisable. C'est bien un mouchoir réutilisable, mais en fait, tu peux facilement te couper une manche d'un chandail dépassé, fripé, puis tu te fais un Kleenex toi-même. C'est se réapproprier le déchet. C'est de ne pas attendre qu'une institution, une entreprise te dise ce qu'est un déchet et ce que tu dois en faire pour toi-même décider ce que tu en fais. Puis déjà, de dire ça, de faire ça, c'est très subversif dans une société où on consomme beaucoup et on jette facilement, et où on nous a appris à jeter. Mhm. Puis c'est là-dessus, drôlement, puis là, on est dans les concepts en décroissance subie ou choisie. Effectivement, les classes populaires, faut pas leur enlever que si elles vivent, malgré eux, de la décroissance économique et de l'incapacité de consommer, il ne faut pas, l'encenser ou avoir une vision angélique, mais c'est plutôt de leur reconnaître, en fait, qu'ils sont dans le juste. Ils sont dans le juste, dans leur façon, dans leur rapport aux objets, puis de les encourager dans des comportements, puis même de les suivre dans ces comportements-là de déconsommation. Et comment politiquement on structure ça? Parce que l'action individuelle, parce que là, le mur auquel on
on se frappe à chaque fois, c'est Mmh. toujours la même chose, c'est, heu, l'action individuelle. Si faire pipi sous la douche, ça permettait Mmh. d'arrêter le changement climatique, on l'aurait tous fait depuis le début. Puis on a toujours envoyé cette idée-là puis on nous renvoie systématiquement cette idée-là de l'action individuelle qui permettrait de régler. Le colibri là, souvent Oui, l'image, oui, 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 oui. mais en fait, la première fois qu'on a parlé de réchauffement climatique, c'est dans les années, Rome là, c'était 70? Mmh. Club de Rome. Et Club de Rome, c'est ça? Ouais, Puis 55 ans plus tard, toujours le même problème. ouais. Alors Puis on peut implanter plein de moi, je peux faire un mouchoir avec mon polo. ouais. J'aurais pas réglé le problème des Oh déchets. non! Donc ça veut dire qu'il y a une nécessité d'organisation Oui, politique derrière. puis drôlement, les politiques qui nous aideraient, je crois, seraient elles aussi impopulaires. Je pense à là, on le fait drôlement par compétitivité économique, de mettre des frais de douane, des taxes aux frontières, Mmh mh. mais on pourrait le mettre sur des produits exportés qu'on a l'impression que les conditions de travail ou les externalités, dans le fond, n'ont pas été comptabilisées. Mmh Ça aiderait foutrement bien l'économie locale, parce qu'en fait, Mmh une fois que tu as un objet, comme je dis, ben là, puisque tu sais, comme individu, l'objet ne vient pas de chez vous. Tu sais pas comment il a été créé, tu maîtrises pas les conditions dans lesquelles le réparer. Alors, comme individu, effectivement, tu as peu de levier. Mais quel gouvernement mettrait une taxe aux frontières puis créerait une déconsommation? Drôlement, le fédéral, présentement, ce qu'il fait, il fait l'inverse. C'est si une entreprise importe un produit pour le vendre localement, si elle ne réussit pas à le vendre, elle peut le détruire. Mmh Radio-Canada a fait un reportage pour aller chercher les coûts d'une perte parce qu'elle veut que l'entreprise demeure compétitive. Donc, on est dans l'absurde, le Mmh complet absurdité inverse, en fait. Donc, j'ai parlé de la redevance au provincial, ce qui pourrait être si elle était montée. Donc, il y a plein de mesures qui pourraient appuyer l'individu parce qu'effectivement, une fois qu'on a parlé, on en a parlé quand même, là, la gestion des matières résiduelles, c'est quand même dominé par la grande entreprise, par des produits qui viennent d'ailleurs. Comme individu, on est faible, là. On n'a pas beaucoup de levier, on est plutôt impuissant. Les bonnes actions, pour moi, elles sont surtout importantes si on ne vit pas de dissonance cognitive, tu sais, c'est-à-dire d'être à l'aise et bien avec ce qu'on peut faire à notre échelle, sans que ça nous coûte trop. Parce que Mmh sinon, l'éco-anxiété, comme intervenante, c'est l'anxiété, ça peut paralyser, puis ça donne pas envie de changement. Si à un moment donné, on est trop pris dans nos mesures difficiles à prendre parce que le système un peu est contre ces bonnes pratiques-là, mais si on s'écrase, on donne pas envie à quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Alors, quand même, si c'est de se réapproprier la question des déchets pour éventuellement, tu sais, l'amener comme on m'a parlé d'un mouvement, s'intéresser aux déchets au point d'en parler politiquement, mais là, le municipal peut s'y intéresser. J'ai des élus municipaux, moi, qui m'ont rencontré. Ces élus-là mettent un peu de pression sur le provincial, mais on peut créer, à un moment donné, je crois, peut-être un désir de changement législatif à la hauteur de ce qu'on voudrait comme individu. Puis là, on tombe dans les vases communicants entre, on en a parlé tout à l'heure, les mouvements sociaux puis le mh. politique. C'est crucial parce que comme individu, c'est ça, ce que tu fais, il faut que ça t'apporte. Être freegan, moi, ça m'apporte beaucoup parce que j'ai rien besoin d'acheter. Donc, comme Homo economicus, ça marche bien. Je gagne beaucoup, je réussis à contaminer un petit peu mon réseau, à aider mon réseau, mais je ne change pas. Une freegan, c'est justement, la révolution n'existe pas, ou en tout cas, tu ne peux pas l'attendre. Alors, qu'est-ce que tu fais à À ton ton échelle pour échelle. ne pas vivre de dissonance cognitive, mais quand même d'avancer, tu sais, de permettre d'avancer dans ce système-là duquel, malheureusement, on est pris, dans lequel on est pris, ouais. Puis ça amène la question parce que là, la balance de la question de l'action individuelle versus l'action collective, Mhm. souvent, notre action individuelle, elle peut être menée aussi par la culpabilité Oui, de la situation. Puis c'est ça, quand tu parles de dissonance cognitive, ouais. on peut aussi entendre, bah, gérer ma propre culpabilité de Mhm. ma condition où je crée des déchets. Mhm. Heu, En tant que personne qui habite, en Occident, on a une plus grosse responsabilité sur le réchauffement climatique. Ouais. Ou puis je fais un lien aussi avec la question de l'éco-anxiété, puis c'est Alain de Deneau en parle dans son livre «Faire que», mais il y a aussi un autre économiste qui a écrit un livre «Pulsion» là, avec, Luc Perrin. Ah, Frédéric Lordon. Lordon, lui, il dit: «Le problème de l'éco-anxiété, c'est quand tu comprends pas les causes». Mhm. Puis c'est vrai que dans l'éco-anxiété, il y a un peu cette idée-là que je trouve assez dépolitisante, la manière dont on l'aborde dans la recherche, c'est qu'on parle pas des causes Mhm. de qu'est-ce qui produit le réchauffement climatique, qu'est-ce qui produit les choses. Mais quand on comprend les Mhm. causes, bah, on n'est plus anxieux, Mhm. on est en tabarnak. Puis ça peut être un bon vecteur. Un bon moteur Ouais, de l'action politique c'est ça. derrière. Ouais. Mais ça ramène la question de l'impuissance, parce qu'aujourd'hui, on doit tolérer notre impuissance en tant qu'individu. Oui, oui, Et c'est un oui. peu la question finale qu'on peut se poser, c'est quelle est la meilleure manière de lutter tout en tolérant notre propre impuissance. Mhm.
C'est une excellente question, surtout après tout ce qu'on a dit. Pour Ça ta thèse. Ah oui, ça rajoute un bon défi quand même. Je dirais, mais déjà de savoir l'objet, les objets sur lesquels on peut intervenir et duquel on peut avoir un levier intéressant, c'est déjà beaucoup. Parce qu'effectivement, l'anxiété, puis le diagnostic étant l'anxiété généralisée, là, si on va au symptôme le plus aigu, ben c'est diffus, là. C'est qu'à ce moment-là, tu es anxieux de tout. Mhm. Donc, ça paralyse. Alors, d'être en mesure d'avoir une démarche proactive avec la conscience, qui est le versant positif de l'anxiété, de la prise de conscience, c'est déjà beaucoup. Parce qu'à ce moment-là, on doit s'intéresser à des objets. Puis, une fois qu'on sait les objets duquel dépend le problème, ben là, on peut peut-être voir sur lesquels on peut agir. Qu'on a l'énergie et la possibilité d'action, sans que ça nous coûte trop Mhm. individuellement. Ça nous coûte trop au point, justement, de ne plus rien faire. Puis après ça, effectivement, on l'a tous su, je crois, la fameuse maxime de Gandhi, là, soyez l'exemple des changements que vous voulez. Ça peut guider, mais surtout s'il y a des objets conséquents pour intéresser les autres et éventuellement créer un semblant de mouvement, ou en tout cas, tu sais, des petits groupes, des coalitions. Puis moi, je pense à Saint-Jérôme, là, que j'ai donné en exemple, l'éco-centre de Saint-Jérôme. On a quelque chose là, de gens qui sont très, très, très au fait de la surconsommation, puis qui ont créé un projet conséquent intégré, parce qu'en fait, c'est la ville de Saint-Jérôme qui le finance en partie. Puis la gestion de matières résiduelles, c'est un enjeu municipal. Alors, il va avoir éventuellement pas son mot à dire, mais il va avoir un incident réel sur la soumission, les soumissions des multinationales, les grandes entreprises, parce qu'on va diminuer avec Saint-Jérôme, théoriquement, la quantité de déchets. Alors, on a quelque chose d'assez intégré. Bien sûr, pas supporté par les autres paliers, mais par exemple, Saint-Jérôme réussit à aller se faire visiter par différents écocentres, une fédération, je pense, des écocentres au Québec, qui veulent essayer de copier le modèle. OK. Puis si on arrive à... C'est un sujet local, un enjeu local, mais qui réussit peut-être à donner une portée un peu nationale. National. Puis encore une fois, l'éco-centre de Saint-Jérôme fonctionne parce que les individus commencent à s'intéresser à l'idée du seconde main, Mhm. puis en fait, le rapport de force devrait être inversé. Le seconde main devrait être le premier choix, parce que c'est les matières dont on dispose, puis l'achat neuf devrait être le deuxième. Puis si on est en mesure, puis malheureusement, Amazon, c'est pas que la facilité d'acheter, c'est aussi pour moi un système de pensée, là. C'est-à-dire, faut que tu aies tout rapidement à beaucoup. Puis le seconde main suppose toujours, ou presque toujours, de différer son achat. Mhm. C'est ça qu'il faut combattre. Mhm. Puis pour ça, il faut être à l'aise de le faire. Donc, ça aussi, c'est déjà énorme que de faire tout ça. C'est-à-dire de différer son achat. Non seulement on attaque tous les marketeurs qui essaient de nous faire acheter vite, puis on laisse la possibilité aux secondes mains de prendre sa force. Parce que là, si on attend, on diffère, qu'on crée des réseaux conséquents de distribution de biens, qu'on partage nos biens déjà achetés, on diminue déjà beaucoup la consommation. Donc 2 idées, tu abordes l'idée de l'éthique individuelle là aussi, mais surtout l'idée de je retiens en plus, c'est peut-être l'idée qui me marque le plus aussi, personnellement, c'est cette idée de s'engager politiquement comme à Saint-Jérôme, même dans une cause locale Ouais. et qui, au-delà des individus et de mon comportement individuel et de mon éthique personnelle, f met de l'avant, heu, une démarche qui nationalement pourrait être intéressante et je pourrais presque être, je sais pas, consommer Amazon, mais finalement, si je mets de l'avant le fonctionnement de Saint-Jérôme et c'est ça que je fais valoir et que ma démarche politique, elle va Ouais. dans cette démarche-là, ça a presque plus de Ouais, conséquences. ouais, OK. clairement. Mais c'est une excellente synthèse. Ça permet effectivement de faire le trait d'union entre ce que j'aimerais Ouais. et ce qui pourrait être. Mmh. Puis là, ça fait du bien. Puis drôlement, politiquement, c'est ça, j'aimerais que ce genre, tu sais, on parle souvent que ce qui manque en politique, c'est des projets. Puis si le politique, le gouvernement provincial, par exemple, encourageait ce genre d'initiative-là, ben, je pense que ça ferait du bien. Ça pourrait permettre à des individus de, comme je disais, de créer de la solidarité dans le seconde main, qui Mmh. est une façon de se réapproprier les emplois, parce que le seconde main, c'est plein d'emplois, les réparateurs qui disparaissent, des collecteurs, les ferrailleurs qui sont des marginaux qui collectent nos déchets qu'on ne veut pas voir. On crée une solidarité envers plein d'emplois locaux, on reprendrait de la matière localement, qu'on arrêterait de shipper ou de détruire, comme le fédéral nous y encourage. Donc, il y aurait... Puis avec l'idée d'un service civil, peut-être un début de projet de déconsommation, mais de croissance de quelque chose Mmh. d'intéressant parce que ça participe d'une solidarité.
Juste avant de terminer, après je vais laisser Alexia et Sean venir pour la Ouais, dernière ouais. partie. Il y a un système, il me semble que c'est Bernard Friot qui parle ça. Lui, il amène l'idée de revenu universel, Oui. mais il parle aussi de cette idée-là de rotation dans les tâches pénibles Mhm. et que les gens feraient, en fonction de la pénibilité, un certain emploi pendant une certaine durée Mhm. et il y aurait une compensation financière en fonction, il me semble, hein, il faudrait relire le détail là, Ouais. mais en gros, il y avait cette idée de roter dans la société. On n'est pas, sur le même poste parce qu'en plus, comme on a une sécurité financière, on n'est plus comme dans le salariat lié à notre emploi qu'on peut Mhm. plus quitter Mhm. parce qu'il faut payer les crédits, et tout ce qui va avec derrière. Mais on rentre dans un fonctionnement où je peux changer d'emploi, puis on fait varier la pénibilité au sein de la société même. Mhm. Mais c'est hyper intéressant, sauf que moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui aiment la pénibilité. Puis c'est Oui. ça qu'il faut peut-être accepter, mais je suis d'accord, en fait, que de côtoyer d'autres emplois, même l'instant d'un moment, ça peut donner beaucoup de respect. Quoique, moi, si je me fie à... Il y a beaucoup de pompiers au Québec Ouais. l'hippique, c'est difficile. C'est dans les tests physiques les plus difficiles, qui deviennent vidangeurs pour bien réussir leurs tests. Puis de le faire comme ça un été, ça donne pas nécessairement une solidarité envers les travailleurs. Comme d'aller visiter un site d'enfouissement, si c'est une entreprise qui l'organise, ça peut faire que les enfants trouvent que c'est cool, les gros camions, là. Il faut quand même qu'il y ait des gens qui présentent de façon critique, je crois, un peu comme des passeurs, qui donnent accès aux gens qui OK. sont un peu néophytes ou extérieurs au milieu, sinon ils voient peut-être pas ce qu'on voudrait qu'ils voient. OK. C'est peut-être la nuance que j'apporte. OK, intéressant. Je vais laisser mes collègues, Ben oui, oui, oui. faire la dernière partie avec toi. Salut Simon, Salut. moi c'est Alexia. Moi, c'est Sean. Salut. On te propose un petit intermède un petit peu plus ludique. Dans le fond, tu vas avoir 4 catégories, puis des thèmes à assigner à ces catégories. Les catégories sont ordures ménagères. En gros, c'est on crie ça au vidange, puis on veut plus en entendre parler. Ensuite, tu as recyclage. Donc, les fondements sont bons, mais il faudrait faire quelques ajustements. Après, tu as compost. Ça a porté ses fruits, mais c'est plus d'actualité. Maintenant, ça peut aller fertiliser le reste. Et enfin, tu as décharge sauvage. C'est un peu la catégorie joker pour les choses que tu n'as pas vraiment envie de jeter. Ok. Donc, on embarque avec les thèmes. Ouais, alors, le premier thème, le capitalisme. Wow. On commence par eux. Joker. Je Décharge sauvage? je saurais pas par où le prendre. J'ai l'impression qu'il faut crisser ça d'un vidange, mais j'ai pas le niveau d'expertise là, pour en faire une analyse conséquente, je dirais. Mais en ce qui a trait aux déchets, définitivement, faut le composter. Avec j'ai comme utilisé tous les thèmes. Sauf le recyclage dans le premier. Ensuite de ça, la social-démocratie. Donc, le modèle de redistribution, on reste dans une logique capitaliste, mais on essaye quand même d'équilibrer. Oui, mais peut-être entre le recyclage et le compost. Ok. Ouais, on est pas mal. On pourrait vraiment faire mieux. C'est ça qui me vient en tête. Ok. Une notion qui est la méritocratie. Ah, je pense une déchetterie sauvage, là. Ouais. Ok. Mais encore une fois, c'est que c'est revoir un grand fondement de nos sociétés. Alors, mais d'un point de vue personnel, oui, définitivement. Ok. La révolution prolétarienne. Hum, déchetterie, ouais. Je trouve que c'est plus un concept. C'est plutôt un concept qui est d'actualité, je dirais. Ok. Ouais. La démocratie représentative. Ah, ça, c'est. Ça, on fout ça dans les vidanges, c'est sûr. Oh là là. Oui. Je trouve que c'est décevant que notre démocratie, ça soit ça. Que l'image que les gens puissent en avoir, ça soit ça. Ouais. Et l'abstention comme mode de contestation. On le composterait. On le composterait. Si on a une approche critique et positive de l'abstention et une compréhension des enjeux et des aboutissements, je pense que ça peut être à composter. Alors là, un peu plus complexe. Voter de manière dite stratégique, c'est-à-dire parfois de manière contraire à ses valeurs, mais ça pour éviter le fascisme, par exemple. Ah ouais. Hi.
C'est un petit peu le vote Macron que vous avez eu. C'est ça. Ah, je crois que j'irais pour la déchetterie parce que j'ai jamais eu moi à faire ça. Donc j'ai de la misère à me projeter. J'ai un point de vue très idéal. Je dirais non, mais j'ai pas eu à le faire. J'ai de la misère à me projeter. Ok. Après, on va passer un petit peu plus sur la gestion des déchets. Donc, la privatisation du système de gestion des déchets. Qu'est-ce qu'on en fait? On le composte. Parce qu'en fait, il faut, je crois, conserver l'idée d'une productivité pour la collectivité Ok. qui est voulue par les individus. Pour faire le lien avec ce qu'on peut jaser avec Gaétan, ça serait ça. Ce qui n'est pas évident à faire. Le commerce de déchets entre pays. La convention de Bâle, ça, bon, on sac ça dans les vidanges. Mais il faut, en fait, ou drôlement, il faut y aller, il faut le faire. Ouais, ça serait donc plutôt le quatrième, hein, ça serait la déchetterie à ce moment-là. Ok. Ouais. Très bien. La syndicalisation des vidangeurs. Je composterais l'idée parce que j'irais plus pour des coopératives de travail. Fait que si la syndicalisation, ça a une certaine résonance avec les coopératives de travail, c'est-à-dire dans l'idée de se réapproprier les conditions de travail, je trouve que c'est ça qu'il faut garder. Mais pour ça, effectivement, il faut créer un rapport de force. Puis là-dessus, le syndicat peut-être le plus qu'une coop de travail. C'est pour ça que je dirais qu'il faut garder un certain esprit de la syndicalisation. Mais au Québec, ça passerait pas, le syndicat, présentement. Le modèle pollueur-payeur. En ville, les taxes municipales en fonction du poids des déchets individuels. Euh, c'est très bon, ça. Je crois que c'est très bon. Je ne sais pas lequel des thèmes que j'utiliserais pour dire très bon. Ça serait plus que du recyclage. Ça peut être la catégorie Joker pour les choses que tu veux pas acheter. OK. 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 Oui, j'irais pour ça, mais d'un point de vue incitatif. Parce qu'en fait, je crois qu'il y avait deux trucs. Si on y va comme Beaconsfield, c'est-à-dire tu choisis ton bac, puis ça fait diminuer ta taxation si tu rapetisses ton bac. Mais si on y va comme la police des poubelles, où on taxe, on donne des contraventions, ça, c'est beaucoup moins bon parce que c'est régressif et non progressif comme mesure. Ok. Dernière question sur la gestion des déchets. Les sacs directement sur les trottoirs plutôt que dans des bacs. Ça, on conserve, oui. Ok. Clairement. Je suis un anti-bac. Ok. Plutôt anti-bac. Là-dessus, j'ai très peu d'arguments pour le bac, en fait. Ok. Fait que, ouais. Fait que je crisserais le bac dans les vidanges. Ce que je fais d'ailleurs occasionnellement. Puis, ouais, je garderai les sacs. Super. Les boutiques zéro déchet qui se situent principalement dans le quartier gentrifié. Le recyclage. Je crois qu'il en faut beaucoup, mais à ne pas avoir peut-être un point de vue moralisateur de ne pas le faire. C'est peut-être ça. Mais il faudrait qu'il y en ait vraiment, 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 vraiment beaucoup, qu'il y ait un accès facile parce que c'est pas évident dans le système où on est, je crois, d'adopter intégralement ce genre de consommation. L'upcycling ou le surcyclage. Mhm. Ça, c'est une notion que Philippe Biwix amène occasionnellement. C'est qu'est-ce que je fais avec ça? J'essaie de penser à quel des thèmes. Parce que j'ai envie de dire. Comment vous. Est-ce que vous avez un exemple à me donner? Parce que moi, je pense surtout au downcycling, Qu'est-ce que tu entends par downcycling? comme le verre qui va être utilisé, va être dégradé. Là, ce serait plutôt de la récupération d'objets dont on va changer la fonction. C'est par exemple, je sais pas, tu récupères des bouts de bois puis t'en fais une table. OK. Alors que c'était pas OK, c'est ça. Moi, OK. OK, j'avais pas compris le concept en ce sens-là. OK, donc moi, ça vraiment, on conserve complètement l'idée, là. Puis on l'adopte. En fait, on devrait
Ce qu'on devrait mettre dans les vidanges, c'est le reste. C'est d'autres initiatives qui ne vont pas dans ce sens-là. Hmm. Ouais, ouais. La légende du colibri ou les petits gestes individuels pour faire face à la crise climatique? Euh, il faut le recycler. Il faut le recycler parce que c'est des gestes qui peuvent faire du bien à faire, qui peuvent éviter qu'on vive trop de dissonance et qu'on se démobilise. Alors, je pense que c'est quand même bien, mais il ne faut pas s'en contenter. C'est la même chose que le vote représentatif. Si on ne fait que faire ça puis on ne fait plus rien, c'est même peut-être un danger pour la démocratie, à mon sens. Ok. Et le revenu universel ou le salaire à vie? Et, ça, je le recycler aussi. Je voulais le composter au début, mais finalement, on peut le recycler parce que l'idée est bonne, mais je crois qu'on l'a vécu avec la PCU. Ça demande une éducation. Il faut que les gens comprennent et qu'ils ne soient pas dans une logique d'engranger de l'argent parce qu'à ce moment-là, ça fait que plus. Alors, ce revenu-là doit permettre aux gens de travailler parce que je crois que le travail fait beaucoup de sens pour beaucoup de gens. Donc, il faut que ça permette de ne pas être victime du capitalisme, c'est-à-dire en subir les contre-coups, mais quand même de pouvoir permettre d'être à l'aise à travailler dans ce qu'on aime et qui fait du sens. Un mix d'un peu tout ça. Ok. Alors, des emplois à mandat limité et tournant pour que tout le monde puisse participer au collectif. C'est génial. Ouais, ça, ouais, ça, il faut conserver intégralement. En fait, il ne faut pas conserver, il faut l'intégrer, il faut le créer. Je crois au Québec, cette possibilité-là n'est pas facile, n'est pas évidente. Les stages le permettent, mais c'est tout. On ne se côtoie pas assez. Et c'est une belle conclusion pour cette parenthèse un petit peu plus ludique. Merci beaucoup Simon d'avoir pris de ton temps pour venir avec nous. Puis c'était super intéressant, super enrichissant. Aux personnes qui sont restées jusqu'au bout, on vous remercie. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux. Puis on se retrouve à la prochaine pour une prochaine entrevue. Salut tout le monde. C'est bon, ça fait 3. Yes. Merci.